tous. Valera, je suis partenaire dans le fonds d'investissement Ainov. Ainov est une société de gestion qui investit en série A, essentiellement dans des sociétés SaaS. Et c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, qui est levée de fonds des sociétés SaaS. En ce qui nous concerne, on investit des tickets compris entre 2 et 15 millions d'euros dans des sociétés qui sont plutôt à des stades de développement qu'on appelle série A. Donc, série A, c'est des sociétés qui ont déjà éprouvé leur business model à petite échelle et qui souhaitent étendre leur leadership, que ce soit sur une région qui peut être la France, mais aussi de plus en plus à l'international. Et notre particularité, en tout cas chez Innov, c'est qu'on investit que dans des sociétés B2B, avec une volonté de notre part qui est, au-delà de nos fonds, d'investir aussi du temps dans l'accompagnement des dirigeants et de leurs histoires, de sorte à créer de belles aventures. Le thème de la journée, c'est effectivement la levée de fonds et les métriques associées à la levée de fonds dans le SaaS B2B. Avec une grille de lecture que volontairement je vais séparer en plusieurs étapes, puisque la façon dont on apprécie la qualité d'un projet est forcément différente suivant le stade de développement de la société. Et il y a des éléments qu'on n'a pas forcément au tout début quand on crée la société et qu'on se doit d'avoir au fur et à mesure qu'on développe une activité et qu'on cherche aussi à lever des fonds sur des montants qui sont de plus en plus importants. A priori, avant même tout élément chiffré et quantifiable, peut-être pour revenir à la base, nous, ce qu'on cherche, en tout cas en tant qu'investisseur, c'est une équipe fondatrice qui soit complémentaire et sur lequel on pressent, en tout cas au moment où on se rencontre, qu'on aura la capacité d'interagir facilement dans les bons comme dans les mauvais moments, puisqu'il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des mauvais moments dans une entreprise et en tout cas nous, notre philosophie, c'est de créer un partenariat avec les entrepreneurs. Et donc, effectivement, on cherche au départ à créer une relation et donc à être confiant sur le fait qu'on puisse créer une relation. Après, si on revient sur les métriques, au stade de développement qui est très tôt dans les sociétés, quand elles sont en amorçage, quand elles ont une première brique d'équipe, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt des éléments qualitatifs que quantitatifs. Et par qualitatif, on va aller chercher des éléments sur le nombre de clients, la satisfaction client, les retours clients, l'engagement client, c'est-à-dire si vous avez développé un outil, est-ce qu'il est essentiel à l'usage pour vos clients ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'ils vont utiliser une fois tous les 3 mois. Donc la récurrence d'usage chez les clients, c'est quelque chose qu'on va aller chercher à analyser, de sorte à voir finalement si l'argent qui va être investi au tout départ pour constituer finalement les premières équipes, que ce soit technique ou commercial, repose sur un besoin client et finalement un besoin de marché. Au fur et à mesure, on va complexifier un peu l'analyse en allant chercher des éléments plutôt quantitatifs. Et le quantitatif au début d'une société, quand il y a très peu d'historique, ça est plutôt du quantitatif autour du marketing et commercial. Ça va être des éléments sur le nombre de visites, par exemple sur un site internet, le nombre de leads qui sont apportés et des débuts de métriques sur la conversion de ces leads en clients. Au départ, on va peu analyser la durée du cycle de vente, puisque sur les premiers clients, les premières références, il y a assez peu de points de contact quantitatifs pour aller chercher cette information-là. Mais au fur et à mesure que le temps avance, au-delà même du nombre de clients et de la conversion, de toute conversion client, on va aller chercher des informations sur la durée de conversion, de sorte à finalement quantifier la vélocité d'un modèle commercial et la capacité d'aller chercher une croissance ou de l'hypercroissance. Et au-delà même du nombre de clients, ce qu'on va croiser comme données, c'est le revenu par client et la capacité d'un management, d'une société, à aller upseller,
sur ses clients, c'est-à-dire au fur et à mesure que le produit se développe, que les fonctionnalités, le nombre de fonctionnalités se développe, aller chercher des métriques sur l'upselling, voir si la société a la capacité, ne serait-ce que sur ses clients actuels ou historiques, à aller chercher une croissance de ses revenus en allant finalement convaincre ses clients qui payent déjà qu'ils ont la capacité, en payant un peu plus, à avoir un peu plus de fonctionnalités selon l'outil. Je reviens sur le compte client. C'est notamment le cas en SaaS B2B, sur des ventes enterprise en tout cas. Les paniers moyens sont assez importants. Et donc, au début de la commercialisation d'un produit, on observe souvent une dépendance client. C'est-à-dire avec un premier client qui est la première référence, sur lequel, quand on a la chance de faire de l'upselling, on atteint des volumes d'affaires qui sont importants et qui écrasent finalement l'ensemble des autres clients qui commencent à rentrer dans la base de clientèle, mais qui sur des montants bien plus faibles. Et ça, c'est un élément aussi qu'on va aller chercher à quantifier, c'est la dépendance client et la capacité d'une société à sortir de la dépendance d'un client. Pourquoi? Parce que certes, c'est une chance pour constituer un premier pool de références et une première source de rémunération. Pour autant, ça peut être un risque dans le futur que ce client, pour X ou Y raison, sorte du contrat et crée finalement une problématique de trésorerie importante dans la société. Donc ça, cette dépendance client, même si c'est difficile au début à quantifier, c'est des métriques qu'on va aller regarder pour finalement apprécier la capacité d'une société à aller répliquer son modèle chez d'autres clients et à ne pas créer de dépendance vis-à-vis d'un seul client. Au fur et à mesure, donc là je m'approche plutôt des métriques de série A, on va aller chercher aussi des métriques de gestion de trésorerie. Pourquoi? Parce que ce qui sert à payer le salaire à la fin du mois, c'est la trésorerie. Et la capacité d'une société à facturer très tôt au début de vie de contrat et à collecter l'argent, c'est quelque chose qu'on va regarder. De sorte à creuser le moins possible le BFR et que l'argent qui soit en banque soit la capacité maximale, de sorte à avoir des capacités d'investissement dans la croissance qui soient de plus en plus importantes. Et cette composante trésorerie, on va chercher à ce qu'elle soit la plus prédictible possible. Donc, on va aller chercher à ce qu'il y ait aussi une uniformisation dans la collecte de cash vis-à-vis des clients pour voilà, faire en sorte d'avoir un modèle le plus prédictif possible. Au fur et à mesure, les sociétés se développent, elles ont un nombre de clients qui augmente, et on a aussi des clients historiques qui se lassent. Et donc, nous, ce qu'on va aller regarder, c'est des métriques de conservation de clients et de churn, avec une vision qui est à la fois côté logo, c'est-à-dire combien de clients en logo est-ce qu'on perd, et aussi une logique financière, c'est ces logos, quel pourcentage du chiffre d'affaires est-ce qui est représenté, et donc en valeur, quel pourcentage de chiffre d'affaires est-ce qu'on perd. Donc ça, c'est le gros churn qu'on va regarder, qui est une donnée très importante, parce que ça va permettre de quantifier la capacité à créer une base client récurrente dans le temps et finalement avoir un investissement commercial et marketing qui soit le plus rentable possible. À l'inverse, on va aussi regarder en face de ce gros churn les capacités d'upsell, comme je vous l'ai dit, c'est la capacité à aller chercher des revenus supplémentaires sur une base client. Et donc, on va moyenner finalement ce gros churn avec la capacité d'upsell et regarder ce qu'on appelle le net churn, qui est la différence entre ce gros churn et la capacité d'upsell, pour voir si finalement sur une cohorte, c'est-à-dire sur un nombre de clients qu'on a gagné à un moment donné, au fur et à mesure du temps, si on est capable de générer plus de revenus qu'au moment où on a signé le premier contrat avec ses clients. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple de faire de l'upsell chez un client qui nous connaît, qui nous utilise et qui est content de la solution, que d'aller chercher un nouveau client qui va prendre un risque à un moment donné de travailler avec une société qui est un peu plus petite généralement qu'elle-même et qui créer une relation est beaucoup plus compliqué qu'entretenir une relation. Donc, on va beaucoup travailler sur cette métrique-là
parce que ça permet de pérenniser, encore une fois, de plus en plus le modèle de la société. En face du revenu, j'ai beaucoup parlé de revenus et de croissance, il y a aussi des dépenses. La première métrique qu'on regarde, c'est la marge brute. Ça paraît simple, mais est-ce que le produit qu'on vend, on le vend plus cher que ce qui nous coûte à produire de façon unitaire pour chaque client? Et ça, sur le SaaS B2B particulièrement, on observe de plus en plus une certaine uniformisation de la marge brute, avec des taux qui oscillent entre 75 et 85% pour les meilleurs modèles. Et donc ça va être une attention particulière de notre côté, sachant que dans les coûts directs, 75-85%, c'est plutôt des coûts d'hébergement ou d'appel à services d'autres logiciels. De plus en plus, on intègre, et quand les sociétés deviennent de plus en plus matures, quand ça fait du sens, et c'est souvent le cas, tout ce qui est customer support, parce que c'est inhérent à l'activité, au volume d'activité. Et donc là, on cherche des taux supérieurs à 50% quand on intègre le customer support. Voilà. Et donc, quand on est sur les dépenses, et notamment sur la logique de dépenses commerciales et marketing, ce qu'on va aller chercher, nous, c'est des ratios sur combien est-ce qu'on investit, pour combien est-ce que ça nous rapporte, et est-ce que ce que ça nous rapporte est pérenne. Une des métriques principales qu'on regarde en SaaS B2B, c'est, pardon pour l'anglicisme, mais c'est la CAC Payback Period, qui est finalement le temps que met un client, en tout cas le revenu généré par un client, pour compenser tout l'investissement en vente et en marketing qui a été produit avant pour gagner ce client. Avec une grille de lecture qui est assez simple, c'est-à-dire que si on veut un modèle assez véloce, globalement, il faut que cette période-là soit inférieure à 12 mois. Les très bons dossiers peuvent être inférieurs à 10 mois. Au-delà de 12 mois, finalement, on a une pente de croissance qui est pas assez intéressante ou importante pour que l'investissement qui est consenti en vente et en marketing, en force de vente et en marketing, permette de créer à terme une société qui soit pérenne. Et une société pérenne, c'est le but de tous nos investissements. Une société pérenne, c'est une société qui a un EBITDA positif et qui peut continuer sa vie sans faire appel à des financements externes. Et donc la seule source de financement, finalement, qui est la meilleure source de financement, c'est les clients. Donc, cette CAC Payback Period, c'est un élément fondamental, en tout cas nous dans notre analyse en série A, série B, sur les sociétés éditeurs SaaS B2B. Et c'est un critère qu'on cherche au fur et à mesure à optimiser. Et le corollaire de ça, c'est le ratio lifetime value sur CAC. La lifetime value, c'est la capacité de monétisation d'un client sur toute sa durée de vie de client dans une société, divisé par le coût d'acquisition global de ce client. Et là aussi, pour vous donner des grilles de lecture, on cherche plutôt à ce que ça soit supérieur à 3, de sorte à ce que l'investissement, en tout cas, sales et marketing contribue à générer au moins 3 fois en revenus ce qui a été consenti en investissement. Voilà. Et au fur et à mesure, plus les sociétés vont devenir matures, plus on va descendre dans l'analyse fine financière, et puis on va se focaliser aussi sur les dépenses qui ne sont pas liées qu'à la génération de revenus. On va regarder les dépenses qui sont liées au produit, la capacité du produit à générer du revenu, en tout cas à coller aux besoins clients. On va regarder les dépenses en G&A, puisque au fur et à mesure que les boîtes se développent, elles ont très souvent la volonté de s'internationaliser. Donc, on va regarder quels sont les coûts de structure en France et à l'international. Et après, on va faire des PNL, analytics, pays par pays, de sorte à voir quels sont les pays les plus contributeurs et comparer finalement la performance pays contre pays. De sorte, encore une fois, à avoir une vision très fine du modèle commercial de l'entreprise et pouvoir anticiper le plus possible les investissements à consentir ou pas sur une stratégie, que ce soit commerciale ou produit dans le futur. Et à la fin, là je me projette au-delà de la série B et de la série C,
on va avoir des analyses de plus en plus poussées, non plus sur le modèle intrinsèque de la société, mais aussi sur le modèle concurrentiel, sur les parts de marché, sur les modèles concurrentiels, sur comparer effectivement les croissances qu'on a consenties par rapport aux investissements par rapport à d'autres modèles concurrents. Les sociétés étant plus matures, il y a un peu plus de data sur les sociétés, et donc on va focaliser de plus en plus nos analyses, en tout cas sur les métriques concurrentielles. Voilà, il y a énormément de ratios que vous pouvez voir sur Internet, sur les analyses qui sont consenties par les fonds ou même par les banques. Moi, le message principal que je peux donner, c'est au mieux et le plus tôt on se prépare sur ces métriques, même si c'est très tôt dans la vie d'une société, le mieux c'est. Parce que ce que va chercher un investisseur, c'est au-delà d'une photo au moment où il rencontre la société et au moment où il fait son analyse, c'est surtout quantifier la capacité du management, et je reviens à mon premier point qui est la qualité du management, la capacité du management à améliorer l'ensemble de ces métriques, de façon individuelle et collective. Et c'est ce qui va finalement driver au maximum une décision d'investissement. C'est effectivement sur l'historique, quelles ont été les tendances sur les différentes métriques et quelles ont été les réactions, les actions structurées par le management dans l'amélioration de ces différentes métriques. Voilà, j'avais un temps imparti de 10-15 minutes pour faire une présentation générale je pense, que je viens de faire. Et je pense que l'enjeu pour moi, c'est, au-delà de cette explication assez générale, c'est de pouvoir répondre à vos questions, qu'elles soient sur les métriques ou sur les pratiques concernant la levée de fonds. Donc, c'est le meilleur moment pour moi, c'est de pouvoir interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro pour poser des questions. Je ne sais pas si vous pouvez, mais normalement, oui. Et sinon, Valère, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des questions qui sont posées sur la conversation en bas. Alors, ouais, je vois une première question. Jordan, quelle méthode utilisez-vous pour valoriser une société en SaaS B2B? C'est une très bonne question. Euh, au moment où nous, on investit en série A, les sociétés ne sont pas rentables. Donc, c'est difficile de valoriser une société sur la méthode classique de valorisation financière d'une société, c'est-à-dire par rapport à l'EBITDA qui est généré par la société. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va essentiellement valoriser les sociétés en se basant sur les comparables. Donc, les comparables, c'est quoi? C'est les sociétés sur lesquelles on a des données sur des levées de fonds, sur les valorisations des levées de fonds des sociétés concurrentes ou proches en termes d'activité. C'est aussi des sociétés qui ont été rachetées, sur lesquelles on a des données. Donc, une société beaucoup plus mature, qui est dans un domaine d'activité assez proche ou voire concurrent, qui a été rachetée par une autre société. Et donc, sur quel multiple de valorisation de chiffre d'affaires la transaction s'est faite, ou des multiples de sociétés cotées sur différents marchés qui sont pas forcément rentables, parce qu'il y a des marchés qui financent des sociétés qui sont pas rentables, notamment le Nasdaq aux États-Unis. Et donc, on fait une comparaison, on fait une règle de 3 finalement, sur la valorisation de ces sociétés par rapport à leur chiffre d'affaires et la société qu'on étudie pour avoir une idée de valorisation. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes principales qu'on utilise. On a une question d'Erwan qui est « Doit-on savoir calculer tous les KPI cités avant de venir discuter avec un fonds ?» Oui. Oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ces KPIs, au-delà d'être des éléments qui sont regardés par les fonds, c'est aussi des éléments qui permettent d'améliorer votre modèle économique. C'est des éléments qu'on suit, nous, en tant que fonds. Au moment où on regarde forcément la société, on regarde ces éléments-là pour avoir des éléments objectifs pour prendre une décision d'investissement. Et c'est après notre investissement, c'est des éléments qu'on va
en partenariat avec les dirigeants, enfin c'est surtout les dirigeants d'ailleurs qui vont le faire, et nous on va essayer de conseiller au mieux les dirigeants. C'est les éléments qu'on va chercher à améliorer. Pourquoi? Parce que si l'ambition future de la société du management, c'est de réaliser une autre levée de fonds derrière, bah, c'est les KPIs qui vont être regardés par d'autres fonds et qu'on va essayer de faire en sorte qu'ils soient meilleurs. Et puis, opérationnellement, c'est les KPIs qui vont vous permettre d'atteindre une pérennité le plus rapidement possible pour la société. Une question de Bastien, qui est quel niveau de maturité d'un SaaS pouvez-vous souhaiter d'investir? Alors, en ce qui nous concerne, nous, chez Innov, on investit dans les sociétés qui sont dites en série A, donc qui ont déjà quelques clients, qui ont déjà une première équipe et qui souhaitent continuer à investir à la fois dans le produit et dans le développement commercial et marketing. C'est très difficile de donner des seuils de chiffre d'affaires, mais généralement, compte tenu de la taille de nos tickets, entre 2 et 15 millions d'euros, on se dit que la fourchette très basse d'une société pour qu'on investisse dedans, c'est autour de 500 000 euros de revenus annuels récurrents. Et la moyenne est autour plutôt de 2-3 millions d'euros. J'ai une question de Wassim. En termes de financement, peut-il être handicapant d'être un solo entrepreneur? Pas forcément. Pas forcément, pour peu qu'il y ait une équipe, que l'entrepreneur s'entoure d'une équipe opérationnelle qui soit complémentaire. Maintenant, si c'est une entreprise avec une seule personne et qui a vocation à rester unique, ça peut poser des questions de scalabilité du modèle et puis de dépendance finalement de la société à une seule personne. Et là, pour le coup, en tout cas chez nous, ça serait bloquant. Une question de Pierre. Pouvez-vous revenir sur le CAC? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, le CAC, c'est le coût d'acquisition d'un client. C'est l'acronyme du coût d'acquisition d'un client. C'est l'ensemble des investissements qui sont portés par la société pour aller chercher de nouveaux clients. Et ça comprend quoi? Ça comprend à la fois l'ensemble des investissements marketing, que ce soit équipe ou consommable marketing, ça peut être de la publicité en ligne, à la télé ou que sais-je. Et les coûts commerciaux, c'est généralement des forces vives, c'est des commerciaux qui sont soit en calling, soit sur le terrain et qui sont au contact du client. Cette masse de coûts, on cherche à avoir une donnée unitaire, c'est-à-dire sur l'ensemble des investissements qui sont portés, combien est-ce que chaque client, chaque nouveau client m'a coûté. Donc, finalement, on divise cette masse de coûts par le nombre de clients, de sorte à avoir une valeur, c'est combien un client nous a coûté 5 000, 10 000, 100 000 euros pour pouvoir être nouveau client chez nous. Une question de Julien. Quel regard portez-vous sur la table de CAPI et notamment la présence de business angels ayant investi en seed? C'est plutôt favorable qu'il y ait des business angels qui investissent en amorçage. L'élément, nous, principal qu'on va regarder, c'est combien est-ce qu'il y a de business angels. Et quand il y a beaucoup de business angels dans une table de capitalisation, est-ce qu'ils sont regroupés ou pas? La volonté étant, dans le futur, s'il y a de nouvelles opérations, c'est de limiter le nombre de personnes, en tout cas à contacter autour de la table, pour pouvoir avoir des cycles de décision qui soient le plus rapides possible. Mais alors, à la fois en amorçage, il y a des business angels, mais de plus en plus, nous aussi, en série A, on fait rentrer des business angels autour de la table pour avoir généralement une expertise sectorielle très forte et une validation de pair dans le capital. Une question de Grégoire qui est quel est le moyen entre la prise de contact et LV? Alors ça, c'est indépendant, enfin c'est dépendant des fonds et chaque fonds finalement a son propre process. Donc, les cycles de décision sont variables suivant, en tout cas de ce que j'observe, suivant un, les fonds et deux, les stades de développement des sociétés. Sur de la série A, généralement, entre le premier contact et le moment où l'argent est sur le compte de la société, un cycle rapide, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Un cycle moyen, c'est 3 mois, 3 mois et demi. Un cycle long, c'est au-delà de 4 mois. Maintenant, ça, c'est le moment entre le premier rendez-vous et le moment où l'argent est sur le compte de la société. Avant, il y a toute une phase de préparation côté société
qui là peut être de une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est dépendant de la bande passante du management là-dessus. Une question de Jean-Louis qui est en seed et série A, les fonds demandent également le MRR généré. Au-delà de la traction continue, quels sont concrètement les niveaux de MRR attendus au moment du closing? Là, alors, ça dépend du montant levé et du montant recherché, euh, essentiellement, mais aussi des critères individuels des fonds. Chez nous, on va aller, en tout cas chez Ainov, chercher des sociétés qui font plus de 50 000 euros de MRR et qui ont de l'attraction. C'est-à-dire qu'il y a une croissance au mois le mois qui est supérieure à 5-10%. Le, pourquoi je vous dis que ça dépend aussi du montant des fonds levés? Parce qu'il faut trouver un rationnel de valorisation. Et donc, il faut aussi comme je parlais tout à l'heure des comparables, que si vous cherchez à lever 10 millions d'euros, qu'il y ait un MRR en face qui soit cohérent. Donc voilà. Donc la question, la réponse, c'est ça dépend. C'est pas très clair, mais ça dépend. Phil, sur votre site, vous parlez de e-service, business model de rupture. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce type de startup et nous donner des exemples? Ce qu'on considère chez nous comme société de e-service, c'est essentiellement des sociétés qui ont, par le biais d'un outil technologique, qui viennent désintermédier, euh, soit des métiers qui étaient trop, soit qui viennent créer des services complémentaires à des activités de sociétés traditionnelles. On a, par exemple, en portefeuille une société qui s'appelle Expedicar, qui est un service de livraison de véhicules qui se base sur une technologie développée en interne pour optimiser la qualité de service et la réactivité de service. Voilà. C'est notamment ce qu'on intègre, nous, dans notre catégorie e-service. On a 80%, si je reviens sur une portefeuille côté Innov, 80% de notre portefeuille qui est composé de sociétés éditrices de logiciels en mode SaaS, 10% environ qui sont sur les sujets d'infrastructure, télécom ou IT, et 10% qui sont des sociétés de e-service. J'ai une question de Grégoire qui est comment se passe la prise de contact? Est-ce vous qui contactez en général ou est-ce plutôt la startup qui vous contacte? Les deux. Euh, si on revient sur une question de volumétrie, dans la très grande majorité, ce sont les startups qui contactent les fonds, avec une dimension de plus en plus directe sur la prise de contact. Mais voilà, on a, nous, chez Ainov en tout cas, on reçoit plus de 2000 dossiers par an. Et on a peut-être 65% des dossiers qui nous contactent en direct, par email ou par LinkedIn ou par le biais de notre site internet. Une vingtaine de pourcents qui nous viennent via des leveurs de fonds. Et le complément, c'est nos confrères avec qui on a l'habitude de co-investir, avec qui on échange régulièrement et sur lesquels on fait des revues de portefeuille, on co-investit dans le tour suivant. Une question de Jean-Paul. Combien d'investissements faites-vous par an en moyenne? Le Covid a-t-il modifié votre rythme? On fait chez Ainov entre 2 et 4 investissements par an et en moyenne 3. Et l'année dernière, on a fait deux investissements. Est-ce que ça modifie notre rythme? Pas tant que ça. Est-ce que ça modifie nos process? Un petit peu. Forcément, on a moins d'interactions physiques, ce qu'on faisait énormément avant. Donc, on a beaucoup plus de process qui sont digitalisés, comme pour toute vente de société SaaS. Mais est-ce que ça a modifié notre rythme? Pas forcément. Franchement, pas forcément. On a autant d'analyses, de dossiers en analyse aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 2 ans au même moment. Donc non, ça n'a pas changé notre rythme d'investissement. On a une question de Clément. Qui avez-vous un récap de ces métriques ou un guide à nous conseiller? Vous avez pas mal de documentation qui ont été rédigées par les incubateurs ou les accélérateurs. Vous avez Y Combinator qui a sorti un guide sur ces sujets-là. Et après, c'est beaucoup
en ce qui nous concerne, liées à de l'expérience. Je n'ai pas un bouquin à vous conseiller, mais vous avez pas mal de documentation sur Internet. Une question de Julien. Comment lockeriez-vous un management pool qui n'aurait plus qu'une faible participation au capital? C'est extrêmement important, effectivement, cette question. C'est une question d'alignement d'intérêts. Effectivement, quand nous, on rentre au capital d'une société, on souhaite être totalement aligné avec les fondateurs et le management sur la durée, en tout cas, de notre investissement. Donc, il y a plusieurs mécanismes pour aligner un management, mais c'est souvent via des options sur le capital, notamment des BSPCE. Maintenant, si le management a une très très faible part du capital au moment de la série 1, c'est soit il y a eu un problème financier de négociation au départ sur les premiers tours historiques, sur les tours d'amorçage. Et donc là, la question se pose, nous, de savoir si on veut rentrer dans le capital d'une société qui a une disparité forte de pouvoir de négociation, ou c'est que le développement de la société a pris un peu plus de temps, nécessitait beaucoup plus de capitaux que ce qui était anticipé. Dans ce cas-là, nous, on fait notre analyse sur les métriques et sur l'ambition du projet pour voir si on a réellement l'intérêt ou pas à aller accompagner la société. Une nouvelle question de Wassim. Un livre en français et en anglais à conseiller pour ne pas rater le financement et la distribution en capital de cette startup? Non, j'ai pas de lecture conseillée. Encore une fois, il y a pas mal de littérature en ligne, mais j'ai pas de livre particulier à conseiller. Une question de Pierre. Une marketplace B2B rentre-t-elle dans votre définition e-service? La réponse est oui. La réponse est oui. On en garde régulièrement. Aziz me pose la question, quel est votre ROI attendu et la durée moyenne d'un investissement? Notre volonté, c'est d'accompagner une société tant que ça fait du sens. Et en règle générale, sur un marché technologique, on arrive à créer conjointement avec les fondateurs de la valeur sur une durée de 5 à 10 ans. Donc, la durée d'un investissement, en tout cas au moment où on formalise, c'est entre 5 et 10 ans. Le multiple attendu, il est forcément supérieur au moment où on fait l'investissement à x5. Et donc, on cherche tous des sociétés qui ont cette ambition et de réaliser au moins un x5 sur une durée moyenne d'investissement qui est compris entre 5 et 10 ans. Une question de Pierre qui est quel est le ratio de rentabilité est attendu par l'investisseur sur le SaaS B2B, sur du seed ou une série 1? On ne va pas demander à ce que la société soit rentable en EBITDA, forcément. Par contre, ce qu'on va aller chercher, c'est sur la base des métriques de certaines métriques que j'ai présentées, c'est à quantifier quel est l'investissement nécessaire pour atteindre une certaine taille critique, de sorte à pouvoir piloter dans le futur ces investissements et trouver une rentabilité de fait. Le ratio de rentabilité, notamment principal qu'on va regarder, c'est ce ratio de CAC payback period, en tout cas chez Innov, parce que c'est ce ratio qui va pouvoir permettre de quantifier les investissements en marketing et sur les ventes au fur et à mesure du temps, de sorte à le maximiser et finalement à couvrir avec le revenu l'ensemble des dépenses, forcément sales et marketing, mais aussi toutes les dépenses fixes qui sont en dessous. Une question de Clément qui est est-ce que vous conseillez d'aller chercher un business angel avant la création de la société? La nôtre sera créée dans les prochains mois. Il n'y a pas de règle là pour le coup. Un business angel, si vous pressentez qu'il peut avoir une capacité de conseil et d'accompagnement de la société ou une capacité de financement de la société importante et que vous l'avez même avant la création de la société et qu'il est prêt à vous faire confiance avant même la création de la société, moi je conseillerais de le prendre. Jean pose une question qui est quelle est l'importance de l'expansion internationale dans la valorisation de votre investissement? Très bonne question. C'est une question qui se pose d'autant plus
qu'on avance dans les stades de développement et stades de financement des sociétés. C'est sûr qu'au moment où on investit en pré-série A, en série A, on s'attend à ce que les sociétés obtiennent au moins un leadership avec notre investissement sur un territoire proche, qui est la France ou la France et quelques pays limitrophes. Au fur et à mesure où on va investir des capitaux beaucoup plus conséquents, on va aller chercher un leadership pour le coup international. Et dans ce cas-là, on va aller chercher, notamment sur de la série B ou de la série C, des métriques de pourcentage de revenus à l'international qui sont supérieures au moins à 30-35%. Question de Jordan. Sur l'exemple d'une jeune société proposant une innovation de rupture, serait-il possible de faire une valo sur des multiples d'ARR ou de MRR dans ce cas de figure où il n'y a pas de concurrent comparaison? On va chercher des comparables. Alors, les comparables, ce n'est pas forcément un concurrent direct, c'est des sociétés qui ont soit un modèle économique, soit une clientèle ciblée qui est similaire, soit un environnement technologique qui soit propre. Effectivement, on ne va pas forcément aller chercher un comparable, ne veut pas forcément dire un concurrent. Après, sur une innovation de rupture, alors, nous, chez Innov, on est des investisseurs en SaaS B2B. Donc, SaaS B2B, ça veut dire qu'il y a une relation commerciale avec un autre business, donc il y a des revenus qui sont générés. Maintenant, il y a aussi d'autres modèles de société qui sont des modèles qui sont essentiellement portés sur une innovation, produit, et sur lequel la commercialisation prend un peu plus de temps. Je pense notamment à des modèles dans l'électronique, la microélectronique, etc., où il y a un besoin de financement qui est très fort dès le départ pour pouvoir concevoir le produit, et finalement une rentabilisation, en tout cas des ventes qui viennent plus tard. Nous, ce n'est pas ce type d'activité qu'on fait. Maintenant, là, effectivement, c'est difficile de valoriser une société sur un outil d'ARR ou de MRR parce qu'il n'y a pas de revenus. Donc là, on va aller plutôt chercher des comparables qui sont des comparables d'acquisition de boîtes technologiques qui ont développé des innovations qui sont assez proches et qui, du coup, ont été rachetées par des industries. Voilà. Et on avait deux autres questions dans un autre chat, notamment Erwan. Doit-on savoir calculer tous les KPI? Ça avait déjà été cité dans le chat. Et une question de Marie-France. En amorçage, on ne dispose pas toujours de l'ensemble des métriques évoquées. Quels sont ceux essentiels qu'il faut avoir? La première, et c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est l'équipe. Puisque l'investissement en amorçage est beaucoup tiré par la qualité de l'équipe, l'interaction de l'équipe et la capacité d'un investisseur à se projeter dans une relation moyen-long terme avec l'équipe. Ça, c'est l'élément principal. Et après, sans forcément avoir de métriques quantitatives, il y a déjà des métriques qualitatives qui sont la première référence client, son retour sur le produit, sa vision sur l'avantage du produit par rapport à peut-être d'autres solutions concurrentes qu'il utilisait avant. Voilà, c'est des éléments qui sont plus qualitatifs. À quelle fréquence est-ce qu'il utilise l'outil que quantitatif. Et c'est là-dessus que les fonds d'amorçage vont plutôt baser leur analyse. Une question de Julien. La présence de corporate au capital refroidit-elle vos velléités en tant que fonds? Quel serait le max conseillé? Ça dépend. Ça dépend. Alors, nous, sur la série A, quand il y a eu un corporate qui a fait l'amorçage, si ça fait du sens, s'il y a une complémentarité sectorielle, s'il y a une expertise industrielle qui est apportée par l'industriel à la société, et si finalement il y a une logique de co-création qui permet d'accélérer la connaissance sectorielle et l'efficacité d'un outil, non, ça ne nous freine pas. Par contre, le pourcentage maximum conseillé, c'est franchement très dépendant d'une négociation entre le corporate et l'investisseur. Donc, c'est sûr qu'au-delà de 50%, il n'y a aucun intérêt pour nous, parce que ça veut dire que c'est rattaché au corporate. Mais généralement, un tour d'amorçage peut se faire entre 20 et 30% de capital sans problème. Voilà. Et après, ce qu'on va regarder, nous, en tant que fonds, c'est aussi de quelle manière est géré l'investissement par corporate. Qui sont les personnes qui en face? Est-ce que leur activité est une activité de corporate venture? Donc, ils ont l'habitude de travailler avec d'autres fonds,
ou est-ce que c'est un investissement qui a été porté par un directeur une directrice de business unit et qui n'a pas forcément le temps à consacrer à la société. Voilà. C'est assez dépendant des situations, mais en tout cas, nous, ça ne nous freine pas de façon automatique. On a couvert pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. En tout cas, je n'aurai pas de nouvelles dans le chat auxquelles je n'aurais pas répondu. Si vous voulez que je revienne sur différents éléments, n'hésitez pas. Peut-être que c'est dans la liste des questions qu'on vous avait envoyées en amont, mais je pense que vous avez répondu à tout. Je vais quand même vérifier. Il y avait une question sur comment contacter les business angels ou les fonds. Et la réponse, généralement, elle est au même titre que sur un business angel ou un fonds, c'est quelqu'un, c'est une personne et une entité, une personne physique et morale, qui va faire confiance à une équipe entrepreneuriale, à une société. Et donc, finalement, la réponse est assez similaire à comment est-ce que je dois contacter mon premier client ou mes clients enterprise plus importants. Et donc, bah, il y a des canaux assez évidents qui sont soit l'email quand on n'a pas le relationnel avec la personne, soit une introduction par le biais d'une relation commune, soit l'introduction par un partenaire. Alors, partenaire, ça peut être un leveur de fonds en ce qui concerne les fonds, ça peut être une banque, ça peut être un autre fonds d'investissement avec qui le fonds a pour l'habitude, ou Business Angel a pour habitude de travailler. Voilà, c'est tous ces canaux-là. Mais en fait, la réponse de la prise de contact d'un Business Angel ou d'un fonds, c'est exactement, c'est souvent la même que celle de la prise de contact et la relation avec un client, pour une société, en tout cas éditeur de SaaS B2B. Il y avait une question aussi sur peut-on et comment trouver des investisseurs qui apportent de l'argent et leur soutien pour vendre et développer la solution. Ou mieux vaut-il limiter l'investisseur à un seul apporteur de cash. La, la tendance, et je pense que c'est une vraie volonté de tout l'écosystème, de tous les fonds, de tous les investisseurs, c'est d'apporter au-delà du cash, du soutien. Nous, chez Innov, par exemple, on a choisi d'apporter un soutien sur la structuration des équipes commerciales, sur la structuration du marketing et de la communication. Pourquoi? Parce qu'une société qui est conseillée par des experts a tout de suite forcément beaucoup plus de chances de réussite. Et au-delà du discours, ça se matérialise par des chiffres. Le taux de survie d'une société à 3 ans, c'est 50% en France, alors qu'une société qui est accompagnée, qui est conseillée à 3 ans, le taux de survie, c'est 80%. Donc il y a déjà un écart qui est significatif. Et nous, en tant qu'investisseurs, c'est des leviers supplémentaires de création de valeur et de génération de croissance plus forte. Donc on est totalement aligné avec les entrepreneurs là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux limiter l'investisseur à un rôle d'apporteur de cash? Là, c'est vraiment indépendant de la philosophie des entrepreneurs. En ce qui nous concerne, nous, chez Innov, ce n'est pas notre façon d'investir et ce n'est pas ce qu'on va aller chercher dans les aventures qu'on va accompagner. On va plutôt aller chercher un rôle de sparring partner, un rôle de conseiller, un vrai rôle de partenaire. Le rôle de celui qui fait le chèque et qui attend les reportings, c'est pas celui qui nous fait rêver, qui nous fait nous réveiller tous les matins. Euh, et je crois qu'après les autres questions qui avaient été transmises, on y a plutôt répondu. En tout cas, elles ont été remises pour beaucoup dans le chat, si je ne me trompe pas. Et je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que
vous pouvez revenir sur les séries B et les séries C. Série B, série C, c'est au-delà de l'acronyme, c'est des séries de financement qui sont sur des montants plus conséquents que sur les séries A, forcément, et qui ont surtout généralement vocation à accompagner des croissances fortes à l'international. Et donc là, forcément, les métriques, si on revient sur le thème d'aujourd'hui, qui vont être regardées, vont être beaucoup plus financières, avec des grilles de lecture qui vont être beaucoup plus précises et qui vont faire la part belle à la rentabilité, tout en mitigeant ce focus sur la rentabilité sur la croissance, l'hypercroissance, et notamment de la croissance internationale. Une question de Joey qui est: est-ce que cela a du sens de solliciter des VC early stage pour une levée d'amorçage au lieu de passer par les business angels pour les premiers 300 à 500 000 euros pour le dev produit et la validation du product market fit? Il y a des fonds d'amorçage qui sont totalement capables de faire ce genre de tickets, mais effectivement, de plus en plus, ce sont des business angels qui font ça. C'est une question de gestion de temps pour le management. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire effectivement que de plus en plus, ce sont les business angels qui font ce type de tour. Maintenant, il y a quelques fonds qui sont connus sur la place de Paris et qui sont capables de faire ce genre de ticket. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question d'optimisation du temps. En tout cas, moi, ce que je conseille même aux startups qu'on a en portefeuille et qui cherchent à lever des tours suivants, c'est de faire un petit travail en avance de phase pour vraiment cibler les fonds avec qui ils souhaitent échanger pour ne pas perdre de temps, finalement. Une question de Jean qui est: avez-vous une typologie de SaaS par secteur, par domaine fonctionnel visé dans l'entreprise cliente, optimisation versus création de nouveaux services en B2B2C? Quelle est votre segmentation? Du coup, quels sont vos axes de recherche? Nous, on investit en SaaS B2B avec une composante enterprise qui est assez forte. Donc, c'est de la vente de solutions qui permettent la digitalisation d'entreprises, de grandes entreprises, soit d'entreprises intermédiaires, soit de grandes entreprises, qui souhaitent digitaliser leur activité pour aller soit chercher des gains opérationnels, soit créer des nouveaux services pour leurs clients. Donc, ça peut répondre à une logique B2B2C, mais il faut, parce que c'est notre expertise, en tout cas dans notre grille de lecture, que la société éditrice de logiciels ait plutôt une vente, une capacité de vendre à des grandes entreprises, et c'est là, nous, notre expertise, la capacité à conseiller le management pour optimiser cette vente aux grandes entreprises. Et donc voilà, pour répondre à la question, notre axe de recherche principal, en tout cas en tant que fonds, c'est l'investissement dans des éditeurs SaaS B2B, plutôt à vocation vente dite enterprise.